Bonsoir et bienvenue dans l'entretien politique de la semaine. Les élections locales s'invitent, vous le savez, dans le débat public en vue de leur tenue prochaine le 27 novembre précisément. Une nouvelle station électorale pour les Algériens qui devront choisir leurs élus communaux et de wilaya. Le pouls de cette compétition électorale s'emballe déjà dans une arène politique qui se cherche encore. D'abord sur le plan interne avec des partis politiques, notamment les partis démocrates, qui n'osent pas la participation, mais qui redoutent cette fois une désaffection irréparable de leur électorat respectif, lassé de la politique de la chaise vide qu'ils pratiquent dans un contexte économique morose où le pouvoir d'achat des Algériens connaît une érosion inquiétante. Puis sur un niveau de réflexion plus global, ces élections locales devront consacrer cette réforme institutionnelle de l'État et rendre notre pays plus résilient, voire imperméable aux tentatives externes de déstabilisation dans un environnement géopolitique menaçant. On en parle ce soir avec notre invité qu'on reçoit en mode virtuel à partir de Paris. Il s'agit de Samir Bouakuir, qui est ex-membre dirigeant du FFS. Bonsoir, Monsieur Bouakuir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et puis mes salutations aux téléspectateurs qui regardent, à tous les Algériens et Algériennes qui nous regardent en Algérie et ici dans la diaspora. Très bien. Alors, les experts, M. Bouakuir, parlent d'une Algérie qui revient d'une errance politique et constitutionnelle dangereuse. Est-ce que le délai dans lequel s'inscrit cette réforme institutionnelle qui va s'achever donc avec ces élections locales vous paraît pertinent, selon vous ? Il était nécessaire que l'Algérie retrouve une certaine stabilité politique et institutionnelle après la grave crise que nous avons vécue en 2019. Nous avons vécu un véritable séisme qui a failli emporter l'État algérien. Et là, il faut rendre hommage au peuple algérien qui, en février 2019, a sauvé l'État de l'effondrement. Donc, il est important de retrouver cette stabilité parce que nous sommes face à des difficultés importantes. Nous sommes face à un contexte géopolitique très dangereux, très instable, que ce soit sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Et nous avons à faire face également à des difficultés financières et économiques. Alors, ce processus de mise en place des institutions après l'Assemblée et les élections locales sont importants, même si le processus est insuffisant à mes yeux, parce qu'il est important que face justement à ces défis, à ces menaces, il est important de construire des consensus à tous les niveaux, en réunissant l'ensemble des Algériens autour d'un vrai projet qui va permettre à notre pays de se redresser et surtout de créer de la richesse et puis de vaincre un petit peu les effets du sous-développement. C'est un peu le pacte républicain dont vous parlez souvent. On va y revenir à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on se concentre d'abord sur ces élections locales qui ne sont pas comme celles qui l'ont précédée, selon de nombreux observateurs, moins d'ordre protocolaire. Elles auraient une dimension existentielle, notamment par rapport aux partis qui optent traditionnellement pour le boycott. Quel est votre commentaire, M. Bouakuir ? D'abord, je trouve qu'il est absurde pour des partis politiques qui ont pour vocation de parvenir au pouvoir, c'est la raison d'être d'un parti politique, de refuser des élections. Je pense que c'est une erreur. Il y a deux voies possibles lorsqu'on milite. Et il y a une voie pacifique, politique, la voie des élections, des urnes, même si on peut contester la manière dont sont faites ces élections, même si on peut contester le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de garanties pour que ce soit de véritables scrutins libres et transparents. Et il y a une voie qui est insurrectionnelle, séditieuse, qui celle-ci, dans le contexte que nous vivons, est une logique dangereuse. Moi, je suis issu d'un parti comme le FFS. J'avais espéré que le FFS participe déjà aux élections législatives. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait une pression de certains mouvements extrémistes à l'intérieur. Vous dites que le parti
Vous dites que le parti FFS est traversé par des tendances ou des éléments extrémistes, c'est bien cela? Absolument, oui. Il y a, au niveau de la direction du parti reste attachée, fidèle à la matrice nationaliste originelle qui lui a donné naissance. Oui. Le FFS est issu du PPM-TLD, il est issu du FLN historique. Ce n'est pas un parti qui est issu de la matrice culturalo-berbériste, comme certains partis. Donc, parce qu'il est issu de cette matrice nationaliste, il a des devoirs envers la nation. Oui. Aujourd'hui, le FFS n'a pas le droit de s'associer à ces forces extrémistes, à ces forces intégristes, qu'elles soient religieuses ou identitaires, qui veulent saper l'unité du pays. Donc, bien plus que celui de simplement d'exister, de continuer d'exister, il est important aujourd'hui que des forces politiques, comme le FFS, mais comme d'autres aussi, oui, justement, puissent contribuer oui, justement à l'édification des institutions. À l'édification des institutions, mais aussi à ramener une certaine stabilité, à construire la démocratie. Parce que la démocratie, ça ne se sconde pas dans les rues. La démocratie, ça se construit au quotidien. Voilà. Alors justement, il y a par exemple le Parti des travailleurs qui dit aujourd'hui que ces élections, la convocation du corps électoral pour ces élections est une forme d'ultimatum lancé par le pouvoir aux partis politiques qui hésitent encore à participer ou non, alors que des experts estiment que c'est le moment pour ces partis de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Oh, je pense que c'est une mauvaise façon de poser les choses, les problèmes. On peut tout à fait contester le pouvoir en place. On peut tout à fait l'accuser d'avoir des intentions, des intentions, disons, négatives. Mais un parti politique a le devoir de répondre un petit peu, doit jouer ce rôle de créer des dynamiques politiques au sein de la société. Et on ne peut pas s'adresser aux Algériens, créer des dynamiques, s'ouvrir à la société si on se referme. Mais plus globalement, je pense que le séisme de 2019, la grave crise de 2019 a ébranlé certes le pouvoir, mais aussi il a ébranlé l'ensemble de la classe politique. Mais est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui... Allez-y. Juste un petit point. Moi, je reste convaincu qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Il est impératif aujourd'hui, les partis qui veulent continuer, je parle des partis qui existent déjà, oui, les partis traditionnels. Si ces partis ont besoin de continuer d'exister, de s'ouvrir, de conquérir des espaces, il faut absolument qu'ils s'ouvrent. Donc, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire, M. Bouakouir? Est-ce que ces élections locales peuvent déjà être déterminantes pour l'avenir, tout simplement, des partis d'opposition dans notre pays? Au-delà de l'existence des partis politiques, je pense que ces élections locales, parce qu'elles concernent le citoyen directement, on élit un maire qui est à proximité. Avec l'élu, oui. Voilà, mais au-delà, je pense que ces élections, c'est ce qui permet justement un apprentissage politique, une socialisation politique. C'est le lieu par excellence où peut se construire la citoyenneté et la démocratie. Donc ne pas comprendre cela, c'est en fait fourvoyer complètement. Alors les partis traditionnels qui existent déjà, ou ceux qu'on appelle les partis d'appareil, subissent aujourd'hui les contre-coups encore de la révolution populaire du 22 février. On le voit aujourd'hui avec le FLN par exemple. Il y a les indépendants qui souhaitent en tout cas émerger en tout cas de plus en plus, c'est la rumeur qui est de plus en plus insistante, que les indépendants, c'est la deuxième force politique aux dernières législatives, pourraient émerger en parti, en organisation politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui parlez justement de renouveau dans la sphère politique algérienne?
Oui, pourquoi pas. Bon, après, effectivement, il y a eu des listes indépendantes durant les législatives. Il y a des indépendants qui se sont retrouvés, qui sont aujourd'hui députés, maintenant s'ils veulent se constituer en parti politique, bien sûr. Pourquoi pas, mais je pense que c'est important de se constituer sur la base de projets. Il faut des projets, il faut des programmes. Voilà, il faut s'adresser au peuple algérien comme un peuple adulte, comme un peuple qui a la capacité de discernement. Voilà, donc moi je pense qu'il faut libérer les dynamiques politiques dans le pays et permettre ce renouvellement. Voilà, les partis traditionnels sont condamnés effectivement à s'ouvrir sur la société parce qu'ils sont un peu quelque peu sclérosés, ils ont été ébranlés aussi par le séisme de 2019. Donc il y a un besoin de renouvellement, il y a un besoin d'engagement politique. Je pense qu'il faut absolument que les jeunes aujourd'hui, qui constituent la majorité de notre pays et qui sont gagnés malheureusement par un certain défaitisme, puissent reprendre, se réengager politiquement. Et ça, c'est le rôle des élites politiques d'une manière générale, hein, qu'ils soient indépendants ou dans des organisations politiques. Alors justement, dans la mesure où les partis politiques n'ont pas été capables d'apporter des réponses claires à la crise politique que nous connaissons, pensez-vous qu'ils peuvent encore constituer une force de proposition crédible dans le contexte économique que l'on connaît aujourd'hui? Moi, je milite plus pour qu'il y ait qu'on réhabilite des valeurs comme celle du dialogue. Il est important aujourd'hui de remobiliser la société. C'est la responsabilité des autorités aussi du pays. On ne peut pas construire le pays, on ne peut pas redresser notre pays, redresser notre économie, la relancer, sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, si on ne mobilise pas l'ensemble de la société, si on ne mobilise pas les compétences, qu'elles soient en Algérie ou à l'étranger. Et ça, c'est le rôle effectivement des autorités du pays. Je pense qu'elles en ont conscience, mais c'est aussi le rôle des forces politiques, des partis politiques. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut. La question de l'existence des partis traditionnels ou pas, ça dépend d'eux, ça dépend de leur capacité de résilience, ça dépend de leur capacité à s'ouvrir. Mais il y a aujourd'hui le terrain économique, M. Bouakwir, auquel il faut, la problématique économique à laquelle il faut apporter des réponses immédiates, claires, crédibles. Est-ce que, c'était l'objet de ma question, est-ce que les partis politiques en sont capables aujourd'hui? Ils peuvent y contribuer, mais à condition qu'ils puissent aussi avoir cet espace qui leur permet de formuler leurs propositions. Donc, voilà, moi je ne peux pas me substituer aux partis politiques. Bon, mais je relève effectivement à ce niveau-là un manque de propositions. Oui. Enfin, on ne connaît pas les projets de tel ou tel parti. Oui. Les programmes ne sont pas clairs, d'autant que les élections locales impliquent des propositions dans le sens du développement local, particulièrement dans les zones d'ombre qu'on a identifiées aujourd'hui. C'est ce que recherche aujourd'hui le citoyen en votant pour des élus. Absolument, absolument. Je pense que les élections locales sont importantes. Pour moi, peut-être elles apparaissent un peu plus importantes que les élections législatives, puisque c'est des élections, c'est des élections locales qui concernent le développement local, mais c'est des élections qui sont importantes parce qu'elles peuvent permettre de remobiliser la société. Oui. Remobiliser parce qu'il y a cette proximité qui est importante. En dépit, je tiens aussi à le souligner, mais cela, il va falloir réformer par la suite. Je pense qu'il est important aujourd'hui de réformer le code communal et wilaya. J'allais y venir justement. En dépit effectivement du peu de prérogatives dont jouissent les élus locaux. Il est important de redonner du pouvoir aux collectivités locales. Il est important de décentraliser pour que justement on puisse apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. Aujourd'hui, les programmes, les projets que doivent présenter
les candidats aux élections locales doit se faire normalement dans la concertation avec. Voilà, il faut qu'ils prennent la mesure des problèmes qui se posent localement. Donc il ne faut pas négliger, les élections sur locales sont essentielles, sont importantes. Alors, vous le voyez comment ce processus de décentralisation des prérogatives, tout simplement de la marge de manœuvre au profit des élus locaux, des collectivités locales. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter à ce code communal qui a déjà été modifié? On va parler de certains aspects techniques, dans notamment l'élection de l'Assemblée communale. Mais pour ce qui est des prérogatives, qu'est-ce qu'il faudrait apporter, clairement, selon vous? Je pense qu'il faut donner un peu plus de prérogatives, de marge de manœuvre, tant au plan financier qu'au plan décisionnel. Voilà. Bon, sans rentrer dans un débat proprement technique sur le code communal et le code wilaya, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais ce qu'on peut remarquer, et puis n'importe quel observateur remarque, c'est une hypercentralisation de la décision qui fait que ça laisse les élus locaux, malheureusement, en première ligne inhibés en première ligne face aux difficultés croissantes des populations. Mais est-ce que vous pensez... le problème de l'eau, le logement, de l'assainissement, des routes, tout ça, ce sont des problèmes concrets. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, au niveau des collectivités locales, cet esprit managérial pour justement savoir prendre les décisions qu'il faut, notamment pour la mobilisation des ressources financières? Aujourd'hui, on sait que les collectivités locales doivent mobiliser ces ressources, notamment, je vous le disais, dans des zones pauvres de notre pays. Est-ce qu'il y a cet esprit managérial ? S'il devait y avoir plus de prérogatives? Cet esprit managériel, il faut l'acquérir. Il faut avoir une culture de la gestion des affaires locales. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait. Je sais que, par exemple, un parti comme le FFS a des élus, il gère un certain nombre de municipalités. Je suis en contact avec certains d'entre eux qui exposent leurs difficultés, mais ils ont acquis quand même une certaine expertise, une certaine culture managériale au niveau local. Mais ça s'acquiert, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc aller vers cette démocratie participative. Locale. Participative. Tout à fait. Oui. Participatif, essentiellement. Essentiellement. Et c'est justement les élections locales qui peuvent permettre l'expression d'une véritable démocratie locale et l'expression de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'engagement, de la participation, et puis surtout la conscience du bien commun. C'est essentiel aujourd'hui, cette notion de bien commun, de bien collectif. Servir la collectivité, donner le sentiment aux citoyens qu'ils participent d'une œuvre collective. Et ça, c'est comme ça qu'on recrée du lien politique et du lien social dans notre société. Alors, dans les dernières modifications apportées au code communal, si vous les avez observées, elles ont été critiquées, notamment par de nombreux élus des assemblées communales. On parle de futurs blocages, notamment en ce qui concerne l'élection de l'Assemblée populaire communale. 5 jours après son installation, le candidat à l'élection à la présidence de l'Assemblée populaire communale est présenté parmi la liste ayant obtenu la majorité absolue des sièges. Et cela, comme je vous le disais, selon les observateurs ou tout simplement des élus, ils parlent de futurs blocages à venir, comme cela a été le cas avant le premier amendement du code communal. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Akouir? Écoutez, moi je n'ai pas lu le code communal pour le savoir, mais disons, nous prononcer sur ces questions. Mais il est important de laisser, de donner un peu plus de marge de manœuvre au niveau local. C'est absolument essentiel, sans que je puisse rentrer dans les détails techniques que j'ignore. Je ne vais pas me prononcer sur des choses que... voilà. Globalement, vous avez... Voilà, mais moi je pose les principes, enfin les grands principes. C'est vraiment donner un peu plus de prérogatives aux élus locaux. C'est de permettre justement aux futurs élus, aux majorités communales, de pouvoir élaborer
de pouvoir, d'abord, en allant aux élections, en présentant un vrai projet, des vrais programmes, parce qu'il est important qu'il y ait des programmes, hein, pas simplement des discours, et d'avoir ensuite les moyens de pouvoir réaliser leur programme et de respecter leur engagement. C'est un contrat entre les élus et puis les citoyens. Globalement, M. Acquir, vous avez plaidé pour une participation massive à ces élections locales. Vous dites qu'elles sont importantes. Pour quelles raisons, précisément, ces élections vous paraissent plus importantes? Ah ben, c'est ce que je vous ai dit précédemment, parce que il y a la proximité, il y a le lien direct qui s'établit entre les élus et la population. Mais par rapport aux anciens rendez-vous d'élections communales, dans le contexte actuel, ces élections se tiennent dans un contexte différent, on le sait. Oui, bah, les difficultés sont tout autres. Nous voyons que la situation sociale, économique se détériore, les besoins de la population sont de plus en plus importants, donc il y a une demande très forte au niveau de la population. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de pouvoir que les élus qui se présentent prennent des engagements sérieux, et qu'ils puissent déjà instaurer au niveau local des traditions de consultation, de participation de la population, pour que les décisions qui soient prises soient légitimes au niveau local. Qu'est-ce que vous pensez de l'adhésion populaire qu'on a observée à travers les précédentes échéances électorales, notamment législatives? On a vu ce taux de participation, moins de 24%. Aujourd'hui, pour les locales, qu'est-ce que vous escomptez? Non, moi, je pense que le taux de participation sera bien plus élevé qu'aux législatives, hein. Donc, il faut savoir que le taux de participation, pas simplement lors des dernières législatives, mais même les précédentes, n'était pas important, était très faible. Mais par contre, au niveau, lorsqu'il s'agit d'élections locales, là, la participation, parce que les citoyens concernés directement par le choix de ces élus, hein, ça a un impact direct sur son vécu quotidien. Hein. Donc, moi, j'attends effectivement une plus large participation, une participation plus importante. Très bien. Sur le contexte géopolitique, vous n'avez cessé, Samir Bouakwir, vous n'avez cessé depuis le début de la crise multidimensionnelle que nous traversons de prévenir contre toutes les formes d'intégrisme, d'opportunisme et d'alliances contre nature qui veulent par tous les moyens déconstruire l'État-nation, l'État social, au profit de prédations extérieures. Pensez-vous que maintenant qu'elles sont identifiées, elles sont moins dangereuses ? Non, je pense que l'Algérie fait face à ce qu'on appelle un vrai plan de remodelage des États, que ce soit au Moyen-Orient, comme on l'a vécu, ou et maintenant au Maghreb. Hein. L'Algérie fait face à ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, oui. Qui justement cherchent à déstabiliser les États-nations, et on n'échappe pas, hein. Ça concerne pas uniquement l'Algérie, mais ça concerne aussi l'ensemble de la planète, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc il y a ces guerres de quatrième génération. C'est un concept qui a été forgé par un essayiste américain en 89 avec des militaires américains qui, contrairement aux guerres classiques, hein, aux guerres conventionnelles, ne mobilisent pas véritablement des troupes ou des moyens militaires, mais utilisent ce qu'on appelle la guerre psychologique, une guerre de l'information, le contrôle de l'opinion, les facteurs ethniques et religieux pour diviser les sociétés, casser les unités nationales. Donc nous avons eu affaire à cela pendant 2-3 ans.
Moi, j'étais partisan d'une solution politique à l'époque, et on a vu comment certains acteurs, notamment entre guillemets au sein du Du Hirak, Hirak, oui. oui, voilà, effectivement, qui se sont fait le relais de ces plans de déstabilisation en instrumentalisant la révolution populaire du 22 février, qui était une révolution à caractère véritablement souverainiste, démocratique et souverainiste, surtout important, parce que la notion de souveraineté revient en force aujourd'hui, on pourra en parler tout à l'heure, qui ont dévoyé cette révolution et ont piégé, enfin, en quelque sorte, la révolution pour l'instrumentaliser et contre l'État, contre les institutions sensibles du pays, que sont l'armée et les forces de sécurité. Moi, je disais à l'époque qu'il aurait fallu exploiter toutes les opportunités de dialogue, même s'il y avait des arrière-pensées, mais nous avons besoin dans notre pays de solutions politiques, de construire de vrais consensus, et nous n'avons pas besoin de solutions extrêmes. Voilà, on n'a pas le droit d'entraîner notre pays alors qu'il est confronté à des menaces réelles sur des voies séditieuses et insurrectionnelles. Je pense qu'il y a un déficit de culture politique, malheureusement, dans notre pays. C'est que les élites, et particulièrement celles qui s'inscrivent dans le changement, ne parviennent pas à distinguer entre le régime politique et l'État. Il est important de distinguer les deux. Moi, je suis un opposant au régime politique. Je considère que ce n'est pas suffisant. Je considère que des choix qui ont été faits n'étaient pas des choix susceptibles, justement, de parvenir à sortir définitivement de la crise. Mais je ne m'oppose pas à l'État. L'État, c'est une ligne rouge, surtout dans le contexte actuel. Donc, il y a cette confusion, malheureusement, qui a Donc fait il y a eu, selon vous, la volonté de confronter le peuple à l'État directement. Absolument, confronter le peuple à l'État et confronter le peuple à son armée. Oui. C'est la meilleure façon que de permettre justement le chaos. Le chaos, et puis le chaos qui est recherché par effectivement tous ceux qui veulent nuire à l'Algérie. Alors, pour répondre à ma question, Monsieur Bouakwir, aujourd'hui, quels sont-ils que les sous-traitants, on va dire, pour ces forces extérieures qui donc ont peaufiné des dessins, disons, menaçants pour l'Algérie, est-ce que ces sous-traitants qui sont aujourd'hui identifiés, classés en organisation terroriste officiellement dans notre pays, est-ce qu'elles sont désactivées pour autant, selon vous ? Écoutez, les guerres de quatrième génération, c'est des guerres qui s'inscrivent dans la durée, elles sont longues. Donc, nous ne sommes pas encore sortis, nous ne sommes pas à l'abri. Il y a une réponse sécuritaire qui est nécessaire, parce qu'il faut mettre hors d'état de nuire ceux qui appellent à la violence, ou ceux qui cherchent à briser l'unité du pays, l'unité nationale, mais ce qui va immuniser notre pays contre toutes les formes de déstabilisation, c'est justement d'apporter aussi une réponse politique. C'est de construire un consensus politique interne très fort, ou un front interne, c'est de renforcer le front interne. Moi, j'appelle à un pacte national républicain, c'est un peu la même chose. Vous le voyez comment ? Vous le voyez comment, ce pacte républicain ? Ben, ce pacte, il faut qu'on s'accorde. Et ça, c'est à l'initiative des autorités du pays qui ont pas l'obligation, mais qui ont la responsabilité. La responsabilité, voilà, la responsabilité de réunir toutes les forces patriotiques du pays, tous les patriotes du pays, de pouvoir les mobiliser, voilà, autour d'un vrai programme pour le pays, d'un vrai programme de développement pour le pays, d'un plan de développement pour le pays qui peut s'étaler sur 20 ans. Mais est-ce que vous voyez les forces aujourd'hui, les forces politiques, est-ce que vous pensez qu'elles sont prêtes justement à aller vers un consensus ? Oui, je pense qu'elles sont prêtes.
Il faut simplement, elles sont rendues invisibles, mais elles existent, ces forces, qu'elles soient organisées ou non. Il faut logement leur permettre de s'organiser. Mais ces forces, ces patriotes existent un peu partout, dans la société, dans la diaspora. Il y a des compétences, il faut réunir les compétences, remobiliser les compétences un peu partout qui existent, qui sont dispersées ou qui sont gagnées par le défaitisme aujourd'hui. Donc il faut une véritable impulsion qui vienne des autorités, des plus hautes autorités du pays. Nous avons besoin de préserver des acquis, un plan de développement. Il ne doit pas passer par vous avez fait référence à cela précédemment, ne doit pas nous emmener à démanteler, par exemple, l'État social. Oui, les acquis sociaux. Voilà, on peut le réformer, effectivement, le rendre plus efficace, mais attention au démantèlement de l'État social. Je pense qu'il y a des grandes idées sur lesquelles on devrait se mettre d'accord avec l'ensemble des forces. Voilà. Voilà. Et puis, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est nous avons besoin de nous renforcer. La consolidation de l'État est une condition pour la paix et la sécurité. J'insiste sur cet aspect. C'est le socle de base, donc selon vous. Absolument, oui. Il est important de le renforcer, mais il faut le renforcer sur des bases politiques, en réhabilitant le politique. Il y a aussi la diplomatie, avec la redynamisation de l'appareil diplomatique, avec surtout cette rupture des relations avec le Maroc. Elle a pu en surprendre plus d'un, en tout cas à l'étranger. Comment cette diplomatie proactive, selon vous, pourrait nous servir aujourd'hui à repousser les menaces qui sont autour de nous, d'autant qu'aujourd'hui, on le sait, le Mossad est à nos frontières? Oui, absolument. Je pense que le regain d'activité ou de dynamisme de notre diplomatie, qui est à saluer, doit reposer aussi sur ce front interne. C'est important pour qu'elle soit efficace. L'action diplomatique doit effectivement être renforcée par ces consensus politiques, ce consensus national interne qu'il s'agit de construire et de renforcer. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, effectivement. Vous avez dit que l'entité sioniste est à nos frontières. Les actes d'hostilité de la part du Maroc risquent l'attitude, en tout cas les alliances qu'a nouées le Maroc avec l'entité sioniste, risque effectivement de plonger l'ensemble de la région dans une instabilité très grave. Donc il était important de toute façon que notre pays se protège. Et la décision de fermeture des frontières est une décision tout à fait légitime. Je dirais même qu'elle la rupture des relations, hein, clairement. Voilà, elle s'imposait. Vu les actes d'hostilité, lorsqu'un pays censé être frère, et là je ne parle pas du peuple marocain qui est frère, hein, je parle du royaume marocain, lorsqu'il permet à un ministre des Affaires étrangères sur le territoire israélien, israélien sur le territoire marocain, de qualifier un axe imaginaire ou imaginer un axe Alger Iran serait un axe négatif, ça rappelle un petit peu l'axe du mal de George Bush qui a précédé l'intervention en Irak et puis toutes les autres interventions en Libye et puis toute cette déstabilisation, on a plongé toutes les régions dans le malheur, dans le sang, dans la guerre. Voilà. Donc il est impératif aujourd'hui que les élites algériennes prennent conscience de ces dangers. Alors,
Alors, on terminera là-dessus. Quand je parlais de redynamisation de l'appareil diplomatique, elle se situe aussi au niveau des pays voisins qui connaissent des difficultés encore politico-sécuritaires. Alger propose encore une fois ses services, on l'a vu auprès du Mali, de la Libye aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette contre-attaque diplomatique, j'ai envie de dire, algérienne pour stabiliser les pays et ne pas aller la région, pardonnez-moi, toute la région face à ces menaces qui l'attendent. Absolument. Pour se protéger, il faut aussi protéger son environnement, voilà. Stabiliser l'environnement. L'Algérie est un grand pays. Nous avons des frontières avec la Libye, avec le Mali, avec ces pays qui sont malheureusement ont été plongés par les interventions étrangères dans une situation dramatique. Donc, nous avons besoin effectivement d'agir pour stabiliser ces zones parce que c'est une question aussi de sécurité nationale pour nous. C'est une question de sécurité nationale. Et puis, bon, l'Algérie doit avoir des ambitions aussi. Hein. Nous sommes un grand pays. Nous avons encore des ressources. Moi, je suis contre le fait qu'on dénigre le pays ou qu'on rabaisse le pays systématiquement. Nous avons encore des ressources. Et l'Algérie a un rôle à jouer sur le plan régional. Hein. L'Algérie doit se retrouver, c'est une puissance régionale qui est stabilisatrice, mais c'est une puissance, elle doit retrouver ce rôle qu'elle avait durant la guerre de libération, durant le mouvement de libération nationale. Hein. On se rappelle que la diplomatie algérienne, durant la lutte de libération, a joué un rôle capital hein, dans le processus de libération nationale. Donc il faut qu'on retrouve ces fondamentaux, et je pense qu'il y a des signes positifs qui laissent penser que ça va dans le bon sens. Voilà. Mais j'insiste toujours sur cet élément essentiel que sans un consensus, sans un consensus politique interne fort, puissant, l'action diplomatique sera néanmoins moindrie. Donc il faut absolument renforcer, conforter cela par un puissant consensus interne. Samir Bouakuir, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ex-membre dirigeant du FFS. Merci. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.